Elle a quitté la maison ce matin-là pour faire quelques courses. Ce ne devait être qu'une petite sortie rapide. Mais quand elle est rentrée chez elle un peu plus tard, elle a trouvé son fils allongé dans son berceau, glacé comme de la glace. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici Un monde maléfique. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire d'Australie. J'ai trouvé cette affaire en faisant des recherches sur l'affaire Darcy et Chloé que je viens de traiter. Le petit garçon dans l'histoire d'aujourd'hui a été la victime d'un autre petit ami horrible. Et la raison pour laquelle il a été assassiné est l'une des plus folles que j'ai jamais entendues. Voici l'histoire de Silas Lighthead. Silas Lighthead est né le 8 mai 2012 à Victoria, en Australie, de sa mère, Katie Lighthead. Il avait 2 autres frères et sœurs, mais aucun ne vivait avec Silas et sa mère. Silas était décrit comme un bébé heureux mais calme, qui aimait explorer et toucher à tout. À la fin du mois de septembre 2012, alors que Silas avait 4 mois, sa mère, Katie, a rencontré un homme nommé Paul Tawang dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes appelé Odyssey House, où ils étaient tous les deux résidents à ce moment-là. Ils étaient tous deux là pour la même raison, l'héroïne. Paul avait en fait commencé à consommer de l'héroïne alors qu'il n'avait que 13 ans et à 20 ans, il a commencé à s'en injecter. Cependant, il avait réussi à garder un casier judiciaire vierge et il avait occupé des emplois chez Optus et à la banque Australia and New Zealand Banking Group en tant que conseiller en investissement. Ainsi, Katie et Paul sont tombés amoureux seulement quelques jours après avoir tous les deux quitté le centre de désintoxication. Katie appelait Paul son ange. Au début, tout allait très bien dans leur relation. Ils ont tous les deux décidé qu'ils voulaient rester loin de la drogue pour de bon cette fois, afin de pouvoir avoir un avenir heureux ensemble et pour que Silas ne grandisse pas dans un environnement ravagé par la drogue. Malheureusement, leur sobriété retrouvée n'a duré que quelques mois et en février 2013, ils ont recommencé à consommer, plusieurs fois, chaque jour. Cela avait causé une énorme tension dans leur relation. Non seulement le couple se disputait pour savoir qui allait acheter la drogue, mais Paul avait en partie reproché sa rechute à Katie. Paul avait également dépensé toutes ses économies et il empruntait maintenant de l'argent à ses parents pour continuer à financer leur consommation de drogue. Il avait l'impression que Katie utilisait probablement plus que sa part de drogue. Katie et Silas vivaient désormais à Richmond dans un logement social. Katie et Paul ne vivaient pas ensemble alors, mais Paul venait souvent chez elle. Alors, un jour de semaine normale, Katie déposait Silas dans une garderie à Richmond vers 8h30 du matin et 9h. Ensuite, elle rentrait chez elle, consommait de la drogue si elle en avait, regardait la télévision, puis allait chercher Silas vers 17h30 ou 18h. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'une garderie tous les jours si on reste à la maison sans travailler, mais cela ne me regarde pas. Le 15 mai 2013 au matin, Silas ne se sentait pas bien, alors Katie l'a gardé à la maison au lieu de l'emmener à la garderie. Silas souffrait en fait de gastro-entérite. Plus tard dans la matinée, Katie a dû faire quelques courses. Les courses consistaient à acheter du yaourt pour Silas et de l'héroïne pour elle-même, donc vraiment solide. Paul était à l'appartement ce jour-là, alors elle lui a demandé de rester avec Silas, qui ne se sentait pas bien et devait rester à la maison. Paul a accepté, alors Katie est partie et lui a dit qu'elle reviendrait bientôt. Avant le retour de Katie, Paul a remarqué que Silas semblait fatigué et l'a mis dans son berceau pour une sieste. De retour chez elle, Katie a préparé de l'héroïne à consommer ensemble. Quelques heures plus tard, après que Paul et Katie se sont réveillés après s'être évanouis à cause de la drogue, Katie est allée voir Silas. Mais il n'a pas répondu, ce qui était étrange car d'habitude, dès que Katie touchait la porte de sa chambre, il se levait d'un bond et lui parlait. Mais cette fois, quand elle a ouvert la porte, il n'a ni bougé ni répondu. Katie s'est approchée du berceau de Silas et en le prenant dans ses bras, il était glacé. Elle est sortie de la chambre en courant, criant à Paul d'appeler le 000. Et après un petit moment d'hésitation, Paul a fini par appeler une ambulance. Les ambulanciers des services d'urgence sont arrivés à l'appartement de Katie vers 16h40. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Silas froid et ne respirant plus.
Malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour le petit garçon et il a été déclaré mort le 15 mai 2013. À l'arrivée de la police sur les lieux, une agente a remarqué que Paul faisait ses bagages et semblait sous l'emprise de drogue, car il paraissait somnolent et parlait de façon confuse. Quand l'agente a parlé à Paul, il lui a donné sa version des faits concernant Silas ce jour-là. Paul a expliqué à l'agente qu'avant de coucher Silas, il l'avait porté hors de la salle de bain lorsqu'il s'est penché pour ramasser une serviette par terre. Il a trébuché sur la serviette, fait tomber Silas, et pense que Silas s'est cogné la tête contre le sol. Ensuite, Paul a expliqué précisément comment cela s'était passé, montrant à l'agente comment il tenait Silas d'un bras, s'est penché pour ramasser la serviette et a perdu l'équilibre. La police a aussi trouvé des comprimés d'Unisom dans l'appartement, supposément utilisés par Paul. L'Unisom pouvait être utilisé comme substitut à l'héroïne. Donc Paul avait utilisé cet Unisom parce qu'il n'avait pas eu d'héroïne depuis la veille et il en avait terriblement envie. Donc il s'était injecté l'Unisom pour tenir jusqu'à ce que Katie revienne avec la drogue. Oui, ça s'injecte. Donc Katie croyait que son petit garçon d'1 an, Silas, était mort de cause naturelle. Elle pensait que c'était la mort subite du nourrisson ou autre chose, sans jamais rien soupçonner de louche. Mais l'histoire que Paul avait racontée aux policiers à propos du fait qu'il avait laissé tomber Silas dans la salle de bain, il n'en avait jamais soufflé un mot à Katie. Et bientôt, la version de Paul sur ce qui est arrivé à Silas cette nuit-là sera remise en question. Une fois l'autopsie de Silas terminée, elle a révélé que le petit garçon avait de nombreux hématomes sur tout le corps, une lacération au foie et 17 blessures par perforation sous les pieds, bien qu'on ignore quel type d'arme a causé ces blessures. Et Catskins a découvert que le crâne de Silas avait été fracturé à plusieurs reprises et que son corps présentait des signes de fractures antérieures aux bras, aux jambes et aux côtes. Il est mort d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant, sa mort étant considérée comme un homicide. Donc, selon cette autopsie, Silas avait été maltraité avant le jour de sa mort, ce qui me fait aussi me demander si la raison pour laquelle il était malade et vomissait n'était pas due à un virus gastrique, mais plutôt à une blessure à la tête. Lorsque la police a parlé avec Paul, il est resté sur sa version initiale, celle de la serviette sur le sol sur laquelle il avait glissé et laissé tomber Silas. Paul a dit que Silas s'était cogné la tête soit sur la moquette, soit sur le carrelage. Il n'était pas sûr. Il a aussi dit qu'il était peut-être tombé sur lui en le laissant tomber. C'est un bébé d'1 an. Je pense que tu te souviendrais si tu étais tombé sur lui ou pas. Mais le fait est que la médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de Silas ne croyait pas que ces fractures du crâne provenaient simplement d'une chute. Il a dit que les fractures sur la tête de Silas étaient étendues et que le schéma des fractures était trop important pour provenir d'une simple chute banale de faible hauteur. Paul déclare ensuite que Silas était encore en vie quand il l'a placé dans son berceau ce jour-là. Paul a dit que lorsqu'il avait couché Silas, il était enveloppé dans sa couverture, les yeux ouverts, et il respirait. Cependant, la police pense que Silas était déjà mort avant même que Paul ne le couche pour la sieste. Paul a poursuivi en expliquant que les ecchymoses sur le corps de Silas pouvaient avoir été causées par un jeu qu'il faisait avec lui. Le jeu de l'avion où il le lançait doucement en l'air puis le rattrapait. Bien sûr, car un jeu pratiqué par des milliers de personnes avec leur bébé cause de nombreuses ecchymoses. Donc Paul a été placé en état d'arrestation. Il était maintenant le principal suspect. La police a demandé à Katie de les suivre au commissariat sans qu'elle sache pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit, elle pensait que Silas était mort de cause naturelle. Après que la police lui a appris que Paul avait avoué avoir fait tomber Silas, elle a affirmé qu'elle n'aurait jamais cru que Paul pourrait faire du mal à quelqu'un, surtout à un enfant. Katie a dit qu'elle pensait que Paul était un homme patient et gentil. Et elle a aussi dit qu'elle n'avait aucune idée qu'il avait fait du mal à Silas dans les semaines précédant sa mort. Mais une voisine s'est manifestée et a dit que, dans les semaines précédant la mort de Silas, elle avait entendu un bébé crier comme si quelque chose n'allait pas, à plusieurs reprises, mais qu'elle n'avait clairement rien dit. Et comment se fait-il que Katie, qui n'avait pas de travail et était à la maison la plupart du temps, n'ait rien su de tous les abus qui se passaient? Donc Paul ne changeait pas sa version des faits, affirmant que ce qui était arrivé à Silas n'était qu'un accident. Cependant, lorsqu'il était en détention après son arrestation, il se serait vanté auprès de 2 autres détenus
d'avoir laissé tomber Silas sur la tête 5 fois parce qu'il était en colère. En colère parce que Katie mettait trop de temps à obtenir de l'héroïne chez le dealer. Il pensait aussi que Katie pouvait avoir une liaison avec son dealer de drogue. Alors il a décidé de se défouler sur le pauvre petit Silas, âgé d'1 an. Et le prisonnier à qui Paul avait raconté cela a dit qu'après lui avoir raconté cette histoire, Paul a ensuite pris la literie de sa cellule et l'a utilisée pour leur montrer comment il avait jeté Silas par terre. C'est dégueulasse. L'affaire serait jugée en septembre 2014 et Paul plaiderait non coupable du meurtre de Silas. Il a accepté la responsabilité morale de ce qui s'était passé, disant que c'était lui qui avait causé la mort de Silas. Cependant, ce n'était pas intentionnel et ce n'était qu'un tragique accident. Et l'équipe de défense de Paul, bien sûr, affirmait que les 2 prisonniers qui s'étaient manifestés pour dire que Paul avait tué Silas n'étaient que des menteurs. Leur client n'avait jamais eu l'intention de blesser Silas et Paul tenait profondément au petit garçon. Katie et Silas étaient toute sa vie, disait-il. La défense de Paul a affirmé qu'il arrêtait l'héroïne et avait seulement pris une mauvaise décision en croyant pouvoir s'occuper de Silas ce jour-là. Ils ont dit que c'était clairement juste un accident parce que Paul n'avait aucun motif de tuer le petit garçon. Et malgré le fait que Silas était très malade ce jour-là, la défense a affirmé qu'il était heureux et docile lorsqu'il était avec Paul. Donc ce n'est pas comme s'il s'était mis en colère contre Silas. Son équipe de défense a aussi dit qu'il l'aimait comme son propre enfant. Il se sentait très mal et responsable de la mort de Silas, et il était temps de le laisser rentrer chez lui, c'est ce qu'ils essayaient de convaincre le jury. Cependant, l'accusation avait une théorie bien différente. Ils pensaient que Paul était irritable et en colère parce qu'il n'avait pas de drogue. Depuis la veille, et qu'il voulait se venger de Katie. Paul était en colère contre Katie parce que c'était lui qui payait toute l'héroïne, ce qui coûtait environ 1 000 $ par semaine. Il empruntait aussi de l'argent à sa mère. Il soupçonnait Katie de consommer plus que sa part de drogue et il la soupçonnait aussi d'accorder des faveurs sexuelles à son dealer. Alors Paul, dans ce court laps de temps, a commis une agression grave et violente sur le petit Silas. Et contrairement à ce qu'a dit la défense, l'accusation a dit au jury que le jour où Silas avait été laissé sous la garde de Paul, il était collant et malheureux. Il avait été malade, ce qui signifiait qu'il ne dormait pas bien la nuit non plus. C'était un bébé et tout ce qu'il voulait ce jour-là, c'était sa maman. Donc, l'accusation pensait qu'à cause de cela, Paul s'était frustré contre Silas et c'est ainsi que l'agression avait eu lieu. De plus, la lacération au foie de Silas, qui avait été découverte lors de son autopsie, avait probablement été causée par des coups directs portés à l'abdomen de Silas ou par un processus d'écrasement et de compression. Ce n'était pas accidentel. Katie comparaîtrait brièvement à la barre lors du procès de Paul et elle dirait qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec son dealer et que Paul ne l'avait jamais accusée en face d'avoir couché avec lui. La juge Emerton a déclaré que Paul avait délibérément provoqué au moins un impact violent sur la tête de Silas, ce qui avait entraîné la fracture de son crâne en plusieurs morceaux. Elle dirait « Je constate que vous avez non seulement causé des blessures à la tête de Silas, mais que vous avez également porté des coups et ou des coups de poing à son corps. » Il est difficile de comprendre l'infliction volontaire de telles blessures. La juge pensait que la seule explication plausible au fait que Paul ait délibérément blessé Silas était qu'il voulait exprimer sa colère et sa frustration envers Katie. Paul avait été chargé de s'occuper de Silas et il a trahi cette confiance en utilisant un enfant minuscule, dépendant et sans défense pour exprimer sa colère envers sa mère. Et à un moment donné pendant le procès de Paul, sa défense a ajouté que Paul faisait don d'une partie de ses gains en prison à l'hôpital royal pour enfants. Et ils ont également présenté des références détaillant la véritable compétence de Paul avec les enfants et son désir de rendre les enfants heureux. D'accord. Finalement, le jury soutiendrait l'accusation. Et Paul Ten Wong a été reconnu coupable de meurtre en septembre 2014. Et il a en fait reçu une peine assez lourde comparée à celle que nous avons vue en Australie. Il a été condamné à 25 ans de prison et devra en purger au moins 20 avant d'être éligible à une libération conditionnelle. On pense cependant que la majeure partie de son temps sera passée en détention protégée.
et Paul tenterait de faire appel du verdict de sa condamnation au motif que le jury a rendu un verdict dangereux ou insatisfaisant. Eh bien, toute personne punie par un jury ne va-t-elle pas penser que c'est insatisfaisant? Cependant, la Cour d'appel a estimé que le jury avait eu raison et a rejeté son appel. Silas Lighthead a été enterré le 12 juillet 2013 au Northern Memorial Park à Glenroy, Victoria, Australie. Et des gens de la communauté, ainsi que de la résidence où Katie et Silas avaient vécu, déposèrent des fleurs et des peluches pour le petit garçon devant leur appartement. Merci d'avoir écouté l'histoire de Silas aujourd'hui. Une des choses que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est le voisin qui avait entendu un bébé crier pendant des semaines et qui a dit qu'il pensait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Et comment sa mère aurait-elle pu ne pas savoir qu'il subissait des mauvais traitements avant le jour où il est mort? Il avait des os cassés. Comment pouvez-vous ne pas savoir que votre enfant, qui a à peine 1 an, a des os cassés partout dans le corps? C'est terrible. Et Silas méritait d'être dans un environnement familial bien meilleur que celui dans lequel il a été placé. Si vous aimez les histoires criminelles et souhaitez m'écouter, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut! Merci d'être des mécènes d'Un monde maléfique. Adina, Ali, Ami, Angela, Angie, Béatrice, Carrie, Catherine, Daniel D, Daniel H, Drew, Eric, Franck, Anna Rama, Anna, Cara, Laurie, Linda B, Linda M, Marion, Mary, Melissa, Mel, MJ Kelly, Naoma, Power 313 Douzeret, Shana, Cheyenne, Stéphanie, Suzanne, Tammy B et Tammy S. Vous êtes géniaux! Maintenant, il y a encore plus d'Un monde maléfique sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com ou l'application Patreon.